on reprend le débat à la table, et avec une troisième question que je résume rapidement, qui a déjà été évoquée, hein, qui concerne le fameux fléchage. Alors, qu'est-ce qu'on fait des recettes, que fait-on des recettes supplémentaires des redevances qui risquent d'arriver, ou des péages? Est-ce qu'on les flèche vers la route exclusivement? Est-ce qu'on les flèche aussi par une sorte de solidarité collective vers les transports collectifs, précisément, et j'allais dire qu'il s'agisse de marchandises ou de routes? Que fait-on? Bon, et quelle est là-dessus? Je donne tout de suite la parole à Nicolas Méhari, qui doit donc nous quitter. Quelle est votre position sur cette problématique du fléchage, qui est évidemment très, très importante? Alors, je voudrais faire plusieurs remarques, et j'en profitais pour réagir par rapport à certains des éléments qui ont pu être évoqués. La première, c'est que, comme je l'ai rappelé, il y a besoin d'argent pour pouvoir financer les investissements pour la route. Et donc, bien sûr, en matière de fléchage, je considère qu'il faut que nous puissions avoir pour la route de manière générale. Alors, est-ce que ça passe par une autorité nationale? Pourquoi pas? Mais en tout cas, qu'on puisse assurer qu'il y a un certain nombre, qu'une part des ressources fiscales, des ressources financières, soit affectées à la route. Ça, c'est la position générale de principe que nous pouvons avoir, que je peux avoir, et que nous sommes nombreux à partager du point de vue des départements. Ensuite, je voudrais revenir sur la question des investissements qui sont réalisés, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Un département comme l'Essonne investit 50 millions d'euros par an pour la route, et donc par rapport aux ressources fiscales qui sont obtenues, qui sont reversées au département, il y a des montants extrêmement importants qui sont déjà investis, je veux juste le rappeler. Ensuite, c'est la question du principe pollueur-payeur. Il y a, Madame la Présidente tout à l'heure évoqué le fait que ce sont, in fine, les donneurs d'ordre. Mais oui, bien sûr. Mais la question aujourd'hui, c'est que le coût du transport, de tous les transports, ne prend pas en compte un certain nombre d'externalités négatives. Et c'est bien pour cela qu'il faut que des taxations, ou en tout cas de la prise en compte de la pollution et des nuisances engendrées, soient comptabilisées. Et au final, c'est effectivement l'usager, le client, les pouvoirs publics qui vont devoir financer davantage. Mais on est dans un système où jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte le coût complet d'un certain nombre de choses. Et je crois que ça, c'est ce principe-là du pollueur-payeur qui doit être renforcé. Et ensuite, je voudrais insister sur la question utilisateur-payeur. Et j'entends qu'il y a un débat sur est-ce que c'est légitime ou pas comme principe. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas augmenter la fiscalité sur le transport routier, sur les véhicules légers routiers. Et je partage ce que vous disiez, monsieur le député, sur les véhicules utilitaires légers. C'est tout à fait d'accord, il y a une question sur la logistique. Il ne faut pas être dans une logique, entre guillemets, uniquement négative. Sur le plan de la route, ce serait mal. C'est pas ça du tout l'enjeu. Et donc, je crois qu'il faut accepter, assumer ce principe d'utilisateur-payeur, qui est de dire qu'il faut qu'il y ait... c'est pas simplement pour être... entre guillemets puni, parce qu'on génère des gaz à effet de serre ou qu'on pollue, mais c'est parce qu'on utilise une infrastructure, et ça je pense que c'est un principe qui est sain. Et j'insiste, on le voit bien, et notamment, alors, maintenant avec l'autorisation des camions à 5 essieux, l'usure des routes est encore renforcée, et ça c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Dernier point, et je suis désolé de devoir vous quitter pour notre engagement, dernier point, c'est que je suis absolument convaincu que dans ce domaine, il faut garder le cap, mais le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, il y a des étapes absolument essentielles sur lesquelles il faut avancer rapidement. Dans la durée, la redevance kilométrique est ce qui va être le plus pertinent, la redevance kilométrique pour chacun. Enfin, et pas seulement pour les poids lourds, hein. Et le mode de fonctionnement le plus pertinent, ça reste compliqué à mettre en place à court terme. Le sujet est tellement essentiel qu'il faut que nous avancions rapidement, et donc des solutions transitoires pragmatiques ne sont pas à négliger.
Et nous, on est encore une fois partant pour l'expérimentation. Désolé de devoir vous quitter. Merci encore pour votre invitation. Et évidemment, c'est un sujet passionnant. Et j'espère que... merci Madame la députée européenne pour tout le travail que vous avez mené sur cette question. Et parce que les principes que vous défendez, on les partage également. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vais passer la parole tout de suite à Michel Neugnot, qui est arrivé il y a un peu de temps, donc vice-président des régions de France, enfin de l'association Régions de France, et en même temps vice-président de la région Grand Est. Nous avons... pardon ? Bourgogne-Franche-Comté. C'est dans l'Est. Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est pas Grand Est. Ah oui, pardon, Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Alors, on a abordé, en votre absence, la question des points de consensus qui pouvaient exister ou non par rapport à ces propositions tant du COI que de la directive Eurovignette révisée de nouvelles redevances. Donc, aux questions du consensus, on a évoqué ensuite la question de l'acceptabilité, comment ces nouvelles décisions pourraient ou non être rendues acceptables. Et à l'instant, donc, et je vous propose de répondre rapidement à la fois à ces deux premières questions et à la troisième, à laquelle M. Méhari vient de répondre, qui est donc celle du fléchage de ces nouvelles ressources. Bien, merci. Veuillez m'excuser, mais le TGV a 1 heure de retard ce matin. Voilà. Il est arrivé, c'est bien. Non, même. Non, ce sont les TER de Bourgogne-Franche-Comté qui ont été la cause, en plus. Donc, voilà. Non, simplement, sur le sujet de l'acceptabilité, je suis arrivé en plein débat sur ce sujet, hein, et j'ai vu que c'était très difficile à faire passer. Pour autant, la problématique que nous avons est celui du financement de l'ensemble de nos réseaux, où il faut bien quand même voir, et tout le monde se rend compte, que le réseau ferré est quand même dans un état très délicat, et avec une diminution de la fiabilité de ce réseau qui amène peut-être, dans certains cas, à sa fermeture et au report modal sur d'autres moyens de transport qui utiliseront la route. Pour ce qui est du réseau routier, ce que l'on conçoit aussi, ce que l'on voit, même si les régions ne sont pas en compétence actuellement sur le réseau routier, elles participent quand même, à travers les contrats de plan, à un financement fort de ce réseau, et elle le fait sur ses ressources propres sans avoir obligatoirement les moyens de le faire. J'ai participé au COI et je pense qu'il y a quand même une convergence de vues qui s'est faite jour, convergence qui est toujours un compromis. On ne peut pas continuer avec des réseaux dans l'état où ils sont sans se poser la problématique de son financement. Il faut rappeler quand même que dans le financement, les collectivités, que sont les régions, sont quand même prévues, ainsi que les autres, à 50% en moyenne. Je me tourne vers Philippe. Hein, et cela, il faut le remettre aussi en perspective. Donc, le problème est de savoir si on souhaite que les réseaux continuent de se dégrader ou si on est prêt à trouver des solutions nouvelles de financement. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'une partie des financements venant notamment de la TICPE n'est pas redistribuée et réfléchie directement vers les transports, et est utilisée à d'autres effets. Tout le monde le reconnaît. Mais si on déshabille et si on ramène tout au transport, ce peut être une forme, un choix politique. Il faudra trouver d'autres recettes pour, disons, remplacer celles qui monteront ailleurs, et notamment au département sur la partie sociale. Le problème de l'affectation, c'est que l'argent est fongible et que c'est globalement que l'on apprécie les choses.
Donc nous, au niveau des régions, ce que nous souhaitons, c'est que effectivement, on l'a vu avec l'écotaxe, hein, d'une région à l'autre, la perception est totalement différente. Parce que l'activité est différente, parce que le réseau est différent. Et quand on parle de report modal sur la route, sur l'eau, quand on est en Bretagne, c'est quand même assez limité. C'est assez limité. Hein. Donc, attention quand même à prendre en compte les réalités. La position que nous avons au niveau des régions, et ça je me tourne vers la députée européenne, c'est savoir si cette liberté qui est donnée aux États de pouvoir flécher cela pourrait être donnée aussi à chaque région, parce que c'est une demande très forte que nous avons de pouvoir s'adapter à la situation de chaque région. Quand vous êtes une région frontalière, vous n'avez pas du tout les mêmes considérations qu'une région plus du bout de la terre, hein, pour prendre cette image. Donc, ce que l'on voudrait, c'est avoir une capacité, une liberté de manœuvre. Et la question que l'on se pose, c'est de savoir si on sera obligé de passer par un accord via les États, ou si on pourrait le faire directement en négociation, en responsabilité au niveau de chaque région. Voilà, en gros, les quelques points. Et je m'excuse, c'est un peu plus compliqué de rentrer dans, quand on n'a plus le début bien sûr. Du débat, mais j'essaie de résumer en quelques mots la question que vous parfaitement posiez. Monsieur le directeur adjoint, vous avez entendu beaucoup de choses. Et est-ce que vous pouvez répondre, et en particulier aussi sur cette question donc, du fléchage, la manière dont vous le voyez? Est-ce qu'il faut flécher prioritairement vers la route? Est-ce qu'il faut flécher sur est-ce que Bercy va dire c'est fléché vers nous, de préférence, ou est-ce que vous pensez qu'il faut élargir le débat? Bien, sur le fléchage des recettes, je voudrais simplement rappeler un premier principe, hein, c'est que les péages qui sont perçus sur les autoroutes françaises, dans le cadre des concessions, le contrat de concession prévoit que ces péages servent évidemment à l'entretien de l'infrastructure. Donc c'est une première aussi réponse au sujet, et qui est une réponse historique dans le cadre de tous les contrats de concession. Après, nous avons un certain nombre de ressources qui sont également prélevées sur le réseau concédé, que ce soit la redevance domaniale ou la taxe d'aménagement du territoire. La redevance domaniale, c'est près de 380 millions d'euros. La TAT, c'est près de 600 millions d'euros. Ça va à 80% à l'AFIT. Et la RD va également à l'AFIT. Donc il y a déjà des mécanismes qui prévoient une affectation directe de l'ensemble des redevances ou taxes qui sont perçues pour l'entretien des infrastructures de transport. Alors, je comprends bien que la problématique qui est posée, c'est un peu le grand principe des conservateurs anglais, I want my money back. Donc, les transporteurs et les associations, les fédérations qui se sont exprimées souhaitent qu'il y ait une part plus importante des ressources prélevées sur la route pour l'entretien des infrastructures routières. Ce sujet a été abordé par le COI. Il y a eu un audit du réseau routier national. Vous savez qu'il y a plusieurs initiatives pour essayer de mesurer quel est l'état du réseau routier national, hors réseau concédé. Il y a un observatoire de la route qui est animé par l'IDRIM, avec des données que tout le monde peut consulter en direct. Et puis nous avons eu, dans le cadre du COI, un audit du réseau routier national qui montre effectivement ce que soulignait tout à l'heure M. Méhari, ce que vous avez souligné, monsieur, c'est que l'ensemble des gestionnaires
des routes ont besoin de ressources de financement pour améliorer la qualité, pour entretenir leur réseau. Si on prend le cas des ponts, par exemple, les ponts du réseau routier national, on peut estimer, au vu de l'audit qui a été effectué dans le cadre du COI, que près de 20% des ponts du réseau routier national, d'ici 10 ans, devront subir une refonte, une rénovation complète, notamment pour tout ce qui est des ouvrages en béton précontraint. Il y a donc devant nous un certain nombre de dépenses très importantes. On en a fait pour les tunnels. Il y a eu un programme budgétaire très important pour les tunnels. Nous avons devant nous un certain nombre de difficultés et il est bien évident que si nous ne dégageons pas des ressources pour l'entretien du réseau, eh bien, la disponibilité du réseau sera fortement perturbée dans les années à venir. Donc voilà, sur ces sujets de fléchage, c'est pour nous très important de pouvoir continuer à maintenir un flux régulier de ressources pour l'entretien du réseau, et notamment du réseau routier national. Alors bien évidemment, une politique de transport, ce n'est pas que la route, c'est également le fer. Et c'est pourquoi il y a des arbitrages qui sont faits tous les ans en loi de finances pour le financement de la FIT, et la FIT elle-même finance un certain nombre de projets qui ne sont pas que des projets routiers, parce que voilà, une politique de transport, c'est du ferroviaire, c'est du routier, c'est du fluvial. Madame la députée européenne, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est votre vision, celle de la Commission, sur cette problématique du fléchage, de manière précise? Comment flèche-t-on? Eh bien, tout simplement, il faut déjà pouvoir flécher. Donc, mettre en place ce principe du earmarking qui est sans cesse demandé, notamment dans le secteur des transports, et toujours refusé par le Conseil des États membres. Donc, il faut gagner cette bataille. Au niveau du gouvernement français, où d'ailleurs je suis un peu surprise par les propos du rapporteur, mais c'est tout à fait normal et c'est la démocratie. Autant M. Hulot et Mme Borne étaient tout à fait favorables aux préconisations de mon rapport et aux préconisations de la Commission européenne de sortir du système de vignettes pour aller vers un système de redevance et d'aller dans ce sens-là vers tous les véhicules. Et je m'aperçois que finalement, à l'unanimité, l'Assemblée nationale est plutôt favorable au maintien d'un système ancien. Mais bon, ça fait partie de la démocratie. Sur la question du fléchage, même s'il n'y a pas de prise de position encore française, je sais que beaucoup de ministres des Transports européens sont favorables absolument à ce fléchage des recettes, et que beaucoup des ministres des Finances, donc là je ne cible pas que la France, c'est un problème récurrent que nous avons à l'échelle européenne, voudraient continuer à pouvoir garder l'affectation qu'ils peuvent faire, où effectivement, et on le voit, ça va plutôt vers les secteurs des transports, mais ça peut aller vers autre chose. Et comme c'est la loi de finances qui en décide, et bien finalement, on peut à peu près faire tout ce que l'on veut. Comme ce n'est pas une taxe, encore une fois, mais une redevance, il faut tenir bon sur cette question. Et surtout, au-delà de l'affectation des recettes, il faut que ce soit plus transparent. Il faut que cela soit su. Si on parvient réellement à mettre en application ce principe pour tous les utilisateurs de la route et pour tenir compte des situations de pollution de tous les véhicules, il faut que tous les usagers qui payent sachent où va aller l'argent qu'ils ont payé pour utiliser ce système. Et je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que quand on prend le train, on paye, on a un péage, le coût du sillon, tous les usagers le payent, ils ne le voient pas sur leur billet, mais il est là. Et donc, il y avait jusqu'à présent une distorsion, encore une fois, pas sur le système français qui a déjà des systèmes de péage, mais dans un certain nombre de pays de l'Union européenne pour lesquels les véhicules légers ne payent pas de péage, et qui me disent que c'est scandaleux de vouloir imposer cela aux véhicules légers, ce que nous connaissons en France. Et je leur rappelle que c'est déjà le cas dans le secteur ferroviaire et qu'il y a un principe d'égalité qui doit être posé. Il n'y a pas de raison qu'on paye pour un péage quand on prend le train et pas quand on prend la route. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le fléchage. Ça va être une grande bataille, et je suis assez ravie de voir que tout le monde est d'accord sur ce principe. Et effectivement, et c'était une proposition qui est dans le rapport, c'est de dire que aux États membres et aux autorités locales compétentes de
travailler sur cette affectation des recettes et sur aussi, pourquoi pas, l'affectation de routes qui sont aujourd'hui pas dans le réseau de transport RTET, mais qui pourraient être considérées par des péages de redevance. Ce qui est écrit dans le Conseil d'orientation des infrastructures, où on est tous tombés d'accord sur quelque chose qui est important, que vient de dire Mme Revaud-Dallon. La soutenabilité passe par l'acceptabilité sociale, on est tous d'accord là-dessus, et celle-ci suppose, dans le domaine des transports et de la mobilité, une meilleure affectation des recettes aux dépenses qui assure la transparence. Dans un contexte général où sont recherchés des moyens pour réduire les prélèvements obligatoires, le Conseil, dans sa majorité, considère, même si cela n'est pas dans son champ de compétences, que des économies doivent être envisagées concernant d'autres domaines. Je suis favorable, je le dis, je mets les pieds dans le plat, je suis favorable à un redéploiement des recettes de l'État. Attendez, on est leader en Europe de 28 pays des prélèvements obligatoires. Et on va encore créer des recettes supplémentaires et encore des taxes supplémentaires. Un jour ou l'autre, ça va nous exploser au nez. Donc, il vaut mieux, puisque nous sommes les champions de prélèvements obligatoires et que donc nous recevons le plus de recettes, théoriquement, on est très très riche. Et donc, avec ça, on doit pouvoir faire et satisfaire effectivement, notamment, l'entretien de nos réseaux. Voilà le raisonnement très basique que je tiens et je sens que je vais le défendre de plus en plus parce que je crois que les citoyens français en ont assez de payer les taxes. Surtout quand ils comparent avec des pays, et je ne compare pas avec un pays du tiers-monde, je compare avec des pays évolués autour de chez nous, où on a une affectation des ressources de l'État, globalement, qui me paraît mieux orientée. Parce que quand vous me dites, Monsieur Le Dalle, que l'État a besoin d'argent de la TICPE ou du secteur de la mobilité pour financer d'autres activités, pourquoi pas l'enseignement supérieur, l'armée et le reste, bon, très bien. À ce moment-là, j'ai une question. À quoi servent les impôts généraux, qui sont par exemple les impôts sur les revenus, la TVA ou l'impôt sur les sociétés? Il suffit d'affecter ces impôts généraux à une hauteur suffisante pour pouvoir financer l'éducation nationale, l'armée et le reste. Et vous consacrez le financement de la mobilité sur les prélèvements et les ressources de la mobilité. Ça, si vous voulez de l'acceptabilité sociale, il va falloir être transparent. Tout le monde le dit, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet et avec Philippe, il est suggéré fortement que la commission des comptes des transports de la nation nous serve comme juge de paix, avec une commission ouverte, hein, là aussi, dans laquelle l'ensemble des participants devrait... Voilà une proposition que nous pouvons faire en tant que TDIE, faire en sorte qu'on se mette tous autour d'une table pour savoir où passe l'argent. Et après, on décide. Bon. Les deux principes... Où vous le prenez, en tout cas, ce droit. Bon, il me semble qu'il y a... Non, mais dans ce que tu viens de dire, il me semble qu'il y a une toute petite contradiction avec les principes de pollueur-payeur et... non, il n'y en a pas. Bon, alors, j'ai pas bien compris, alors. J'ai pas bien compris. Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On s'adresse aux contribuables, globalement. C'est ça l'idée principale. Alors, je voudrais repasser la parole à Michel Legnaud parce qu'on va terminer sur le questionnaire avant d'entamer un dernier cycle de questions. Finalement, bon, et l'intervention de Louis Nègre y invite. On a, Christine Revaud-Dallon, vous proposez un système qui est cohérent dans son fonctionnement. Bon, avec, je le rappelle, une autorité indépendante européenne qui contrôlerait tout cela, et en particulier ces problèmes d'affectation. Bon, en 5 minutes, si vous voulez bien, en 3 minutes, pardon, une nouvelle fois, vous l'avez fait en présentant déjà votre projet, en quoi le système que vous proposez est-il acceptable et est-il cohérent et parfaitement défendable à vos yeux? Il sera acceptable et cohérent si
D'abord, il est mis en œuvre partout et en respectant les deux principes d'utilisateur-payeur et de pollueur-payeur. Encore une fois, donner de la flexibilité aux États membres de faire s'ils veulent autrement. C'est pas une démarche très pro-européenne et c'est plutôt une démarche très nationale que je ne partage pas. Mais ce qu'il faut pour que ce soit mis en œuvre et que ce soit acceptable, il faut que ce soit transparent. Et dans la transparence, il faut qu'il y ait des autorités qui permettent de s'assurer que c'est bien fait conformément aux indications, et notamment sur la question du fléchage de recettes, qu'on voit bien où va l'argent. Donc pour cela, il existe déjà des autorités nationales en France, et il faut qu'elles existent dans tous les pays de l'Union européenne. Et pour s'assurer que c'est correctement appliqué à l'ensemble de l'échelle européenne, cette autorité européenne permettrait de superviser l'ensemble. Et en réalité, c'est un système que dans le secteur ferroviaire, on connaît bien avec l'Agence ferroviaire européenne et qui s'appuie sur les agences nationales ferroviaires. C'est un système qui fonctionne bien et qui permet un contrôle. Cette Agence européenne des transports terrestres, elle a son rôle dans cette question liée au péage et aux affectations des recettes, mais on se bat pour elle, et je sais avec la FNTR et l'autre qu'on avance aussi là-dessus, pour qu'elle ait aussi ce rôle de contrôle concernant tous les transporteurs routiers, la situation des chauffeurs routiers. C'est une demande qui est très forte et qui, là, je crois, fait vraiment consensus en France et pour lequel il faut s'appuyer. Et elle a aussi son rôle à jouer dans la question des péages du secteur RTE-T. Michel Legnaud, quelle est votre perception de cette cohérence globale ? Bien, moi, je partage totalement ce qui a été dit, parce qu'effectivement, on arrive au bout d'un système, je pense que tout le démontre, de rencontre en rencontre, de séminaire en séminaire, d'étude en étude, on s'aperçoit qu'on a un double problème. C'est d'une part le financement des infrastructures, comme j'ai dit, et deuxièmement, l'intermodalité, comment on la traite, comment on essaie d'être dans un transport un peu plus vertueux au niveau environnemental et social. Et si on n'a pas une lisibilité de cette action, si on n'a pas vis-à-vis de notre concitoyen la capacité d'expliquer ce que nous faisons, et je le dis région par région pour ce qui nous concerne, parce que les situations sont différentes, eh bien on va être dans l'incompréhension la plus totale que tous les débats que l'on mène jusqu'à présent au niveau du financement, cette incompréhension ressort systématiquement. Parfait. Et enfin, monsieur le représentant de l'État, est-ce que le système est cohérent ou comment le rendre cohérent ? Donc sur la question de l'Agence européenne des transports routiers, il y a deux aspects. Il y a un aspect gestion de la profession, gestion des conditions de travail, etc. etc. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect que vous avez souligné, c'est sur la tarification. Concernant la tarification en France, le sujet est déjà particulièrement encadré, non seulement par les règles de la concurrence, mais par la création et par l'extension des pouvoirs de l'ARAFER à l'ensemble des tarifications autoroutières, notamment. Donc, il y a déjà un cadre législatif très fort en France. Par exemple, et en plus, il y a des dispositions législatives assez contraignantes. Je vais prendre un exemple très simple. Pour faire un adossement sur un itinéraire autoroutier, eh bien, il faut une autorisation du Parlement. Donc, ça ne se fait pas par décision de l'administration. Le COI remet à la mode l'adossement. Donc, voilà. Donc, nous avons un dispositif fort et bien évidemment, il faudrait voir dans quelle mesure cette agence européenne des transports routiers, et je ne parle pas de l'aspect professionnel et de gestion de la profession, mais je parle uniquement de l'aspect tarification, donc cette agence pourrait s'articuler avec les dispositions qui sont en droit français. Donc ça mériterait une expertise plus importante. Voilà. Parfait, merci. Y a-t-il des questions ? Ah ben attendez, vous pouvez tout à fait. La seule chose, c'est que... Bon, donc, en tout cas, vous êtes la première à lever le... Vous dégonflez pas, c'est ça qui est bien.
Non, juste, je voulais vous faire. Je suis assez satisfaite qu'on se termine sur ce point, c'est-à-dire du lien important qu'il y a entre les questions liées au paquet mobilité en Europe et de la concurrence et du dumping social en Europe et la question du financement des infrastructures. Vous savez qu'en Europe, il y a des pavillons routiers qui payent plus pour la taxation routière qu'ils ne payent leurs salariés. Voilà. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a des pays en Europe où la taxation routière représente un budget plus important que le salaire du conducteur. Et c'est ça le problème principal pour nous. Le niveau d'acceptabilité est lié aussi au niveau de dumping social qu'ont subi des pavillons est-européens et de la péninsule ibérique et de notre incapacité à être dans la compétitivité européenne parce que la variable d'ajustement de tout le système des transports européens, c'est le salarié. C'est ses conditions de travail et c'est son salaire. Donc je crois qu'on doit absolument, dans ces réflexions, aussi lier ces deux sujets. L'acceptabilité de nos entreprises, elle est liée aussi à ce point-là. Dans une Europe des transports totalement sauvage et libéralisée, pour les pays qui payent le mieux leurs salariés, la taxation des routes, elle est insupportable financièrement. Dans les pays où on ne paye pas les salariés, elle est tout à fait acceptable. Parce que payer les taxes routières, c'est aussi obtenir une certaine lisibilité et virginité vis-à-vis de l'Europe. Ils sont bien, ces Polonais. Ils payent leurs routes. Payent-ils leurs salariés? Voilà, là, il y a une question. Bonjour, Martin Koning, chercheur à l'IFSTAR. Je vous remercie pour la présentation de ces travaux, de ces rapports, de ces débats. J'avais juste une question et en même temps une sorte de regret. On a énormément parlé des routes. Alors bien évidemment, les transports et la mobilité, c'est multimodal. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de l'application de ces directives à d'autres modes de transport. Donc je m'explique très rapidement. Si on part du principe que le mode ferroviaire, par exemple, d'un point de vue du pollueur-payeur est meilleur, il se retrouverait avec des taxes inférieures. Donc en relatif, ça ne changerait pas grand-chose, sauf éventuellement à défavoriser l'utilisation de trains qui sont quasiment pas remplis. Est-ce qu'on a songé à cela? Deuxième chose, excusez-moi, je participe actuellement des fois à des réflexions autour de la stratégie nationale bas carbone et à chaque fois se pose la question du secteur aérien. La ministre parlait de favoriser la mobilité du quotidien et là pour le coup on a l'impression que c'est que la mobilité du quotidien, que ce soit pour le consommateur ou la mobilité des usagers de manière générale qui vont payer, alors que l'Union européenne, alors certes on consomme via les flux de poids lourds ce qui provient de nos pays voisins, mais actuellement on peut prendre le Thalys, on peut prendre l'Eurostar, mais surtout quand on va en Europe, en tant qu'usager, citoyen, on le prend l'avion. Et du coup, ça semble complètement occulté de votre réflexion. Donc voilà, merci. Merci pour cette question multimodale. Est-ce que les éminents représentants des autoroutes, par exemple, ne veulent rien dire? Ce sont des gens parfaitement compétents, mais discrets, généralement. Puisque tu m'y invites, je prends la parole. Christophe Boutin, le délégué général de l'ASFA. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui concernent les réseaux autoroutiers, mais comme ça a été très bien rappelé par les panélistes, les autoroutes internalisent déjà l'essentiel de leurs coûts par le péage, qui est une redevance d'infrastructure, mais qui, quand on regarde le bilan global des transports sur autoroute, que ce soit pour les VL ou pour les PL, on a une couverture des coûts globaux par le péage et par les autres charges type TCIPE qui s'appliquent, qui est très supérieure au coût du transport, y compris en internalisant la congestion, ce qui pour moi est toujours un mystère, puisque ça me semble plutôt une charge interne qu'une charge externe. Oui, on parle beaucoup d'acceptabilité depuis quelques minutes maintenant, voire près d'une heure. Il y a l'acceptabilité des usagers. Effectivement, par contre, il y a aussi l'acceptabilité des États membres, qui est également un facteur à prendre en compte. Et c'est pourquoi, dans mon rapport, en fait, je propose une mesure qui est pragmatique, qui est de laisser le choix aux États membres entre la distance et la durée, pour partir du principe que, au minimum, chaque État membre mette en place un système de tarification de ses infrastructures.
L'objectif, il est là, c'est de dire, voilà, on est pragmatique. Aujourd'hui, il y a quelque chose à développer, donc on laisse le choix, on laisse l'autonomie aux États membres de faire leur propre choix. Et je pense qu'en termes d'affectation des ressources, il en va de même. Sur le fond, on a de toute façon le principe de subsidiarité qui fait que c'est à chaque État membre de dédier du fléchage des ressources. Moi, je suis évidemment favorable à ce que les ressources aillent au transport terrestre, et en cela, le contrôle, malgré tout, par l'Agence européenne du transport terrestre, par une agence européenne du transport terrestre, en tout cas, de l'affectation des ressources sera une bonne chose. Et après, c'est à chaque État membre de définir, est-ce que ces ressources vont à la FIT, est-ce qu'elles vont aux régions, éventuellement, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été abordé de nombreuses fois dans le COI notamment. Ça, c'est aux États. Nous, on va avoir la LOM, la loi d'organisation des mobilités, qui va arriver d'ici peu à l'Assemblée et au Sénat. Ce sera justement l'occasion d'en discuter, l'occasion également, je vous le dis d'ores et déjà, de revenir vers vous pour en parler avec vous. Moi, j'ai toujours été dans la construction, vous le savez, donc je continuerai à l'être ainsi. Merci. Merci infiniment. Je laisse à Philippe Duron le soin de conclure, s'il le veut bien. Merci Michel.